Eh ben c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui avec nous. Il y a beaucoup de talks sur KMP justement au DroidCon, au Android Makers by DroidCon cette année. C'est l'un des seuls en français. C'est probablement pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui. Je m'appelle Baptiste Carlier, je suis tech lead chez Decathlon depuis un peu plus d'un an. Actuellement, je travaille sur une application en Android uniquement, qui est pour les collaborateurs en magasin. Et je suis accompagné d'Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Robier, je suis tech lead chez Worldline depuis plusieurs années maintenant, au sein d'un département qui fait essentiellement du mobile, donc que ce soit de l'iOS, de l'Android, un petit peu de Flutter et depuis récemment du KMP. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre guide ultime pour passer votre application Android en KMP. Avant ça, avant de vous présenter le guide, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma fille est dans une école, elle est aujourd'hui en CM2, mais quand elle est rentrée dans l'école, en maternelle, j'ai commencé à m'occuper un petit peu du site de l'école, et donc de mettre le PDF de la cantine à jour sur le site toutes les 6 semaines. De mon côté, ça m'a un petit peu ennuyé de le faire, et je me suis dit pourquoi pas me faire un petit projet perso où j'allais mettre en ligne moi-même le menu, et comme ça je l'aurai dans ma poche, et peut-être que d'autres parents l'auraient aussi dans leur poche. Donc on en a discuté avec l'association des parents d'élèves, on a mis l'application en ligne, tout s'est bien passé, il y a quelques vues en Android, de la navigation, tout est en compose, il y a quelques appels à réseau à l'API du site de l'école, j'en ai profité, et aussi à Firebase. Néanmoins, les utilisateurs iOS, cette année, m'ont demandé mais pourquoi vous n'avez pas fait une application qui est aussi compatible avec iOS. Je me suis donc mis à réfléchir un petit peu, et en y réfléchissant, en regardant un petit peu ce qui s'était passé ces dernières années, je me suis souvenu qu'avec Antoine, on avait expérimenté un petit peu KMP sur plusieurs applications. On a transposé son application de Soundbox d'Android à KMP. On a travaillé aussi sur une application sur les configurations d'appareils photo Fuji d'Android à KMP. Et plus récemment, Antoine. L'application Android Makers, du coup, qui était en iOS et Android et qui est passée sur du KMP aussi. Alors on a élaboré une méthode que les développeurs iOS ne veulent absolument pas que nous vous divulguions. La méthode, elle a déjà séduit plus de 4000 personnes dans le monde, elle leur a permis toutes et toutes de devenir millionnaires. Et aujourd'hui, on est fiers de vous dire que vous êtes la 5 millième personne. Elle doit être dans la salle. Tous et toutes, vous êtes la 5 millième personne. Donc on vous offre cette méthode gratuitement. Alors on l'a décomposée en 7 étapes, et vous allez voir, la dernière, elle va sûrement vous surprendre. Alors restez bien jusqu'au bout, vous mettez le petit pouce bleu et la cloche, et comme ça, tout le monde est content. Donc on a pensé du départ vous montrer l'application de l'école qui a été faite par Baptiste, mais on s'est dit que ça allait être peut-être un petit peu rébarbatif, donc vous allez certainement passer un meilleur moment avec des chèvres. Donc on a fait cette petite application qui a une stack Android state of the art, mais avec plein de chèvres dedans. Le but, c'est de passer cette application-là en KMP ensemble, et en s'assurant à chaque étape que ça continue à builder et que c'est distribuable en production. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Oui, on a un abonnement mi-journée, il a fallu qu'on le rentabilise un petit peu aussi. Donc la première étape de notre plan, ça va être de créer un module partagé, un module shared pour les anglophones. Donc voilà, c'est une question on peut se poser la question. Un module partagé, c'est... Alors pour bien comprendre, on va imaginer une appli Android d'un côté, une appli iOS de l'autre. L'appli Android, elle est en Kotlin, l'appli iOS, elle est en Swift. Les métiers sont globalement les mêmes, mais les langages et les SDK sont différents. Globalement, de nos jours, on essaie au maximum de séparer les responsabilités des couches logicielles. Pour différentes raisons, et ce n'est pas le sujet ici, mais on peut imaginer que les applications mobiles, de façon générale, sont organisées en plusieurs strates dont on essaie de limiter les adhérences. Et ben, un module shared, ça va être une nouvelle strate qu'on va venir ajouter, et qui va avoir plusieurs particularités. C'est qu'il va être écrit en Kotlin, il va être un module Gradle pour Android, et il va être exporté sous forme de framework pour iOS. La partie iOS, ici, on va un peu l'occulter pour le début de cette présentation, on y reviendra plus tard. Là, on va chercher juste à ajouter ce module partagé à notre projet Android. Je ne vous détaille pas les étapes ici, c'est très simple. Vous allez dans Android Studio, nouveau module KMP, et vous avez un module partagé dans votre projet.
Il y aura quelques petits ajustements à faire, mais dans les grandes étapes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce shared module? Ici, dans notre cas, pour une appli Android iOS, on va avoir 3 sources sets, des ensembles de sources. Android main qui va contenir du code spécifique Android, qui va avoir accès à tout le code Android comme si c'était un module Android. Le code command main qui va contenir du code Kotlin pur. Et le code iOS main qui va contenir du code compatible iOS. Alors, fait amusant, c'est que le framework KMP va être capable d'aller taper sur les API Objective-C d'iOS. Donc, vous pouvez écrire votre application iOS en Kotlin si vous voulez. Donc, c'est très simple. En plus, avec KMP, il y a un concept qui est plutôt fun, qui permet d'exposer une fonction Kotlin dont on ne connaît pas l'implémentation à la déclaration, mais qui va être implémentée différemment sur les deux plateformes. Le concept, c'est expect actual. Ça va marcher pour les classes, tout ce qui est annotation, propriété, interface, les enums aussi. Dans le module commun, dans le source set common, on va définir une interface par exemple, et on va faire son implémentation spécifique pour le source set Android par exemple, en utilisant le mot-clé actual. Une image vaut mieux que 1000 mots. Ici, on va retrouver dans le source set common une expect fun pour une plateforme. Et quand on va aller dans les source sets Android ou iOS, on va pouvoir utiliser les SDK qui sont relatifs soit à Android, soit à iOS. Pour Android, on aura ici accès au build. Et pour iOS, avec les outils de UIKit et UIDevice, on va pouvoir retourner la bonne plateforme. Dans le code Android ou dans le code iOS de l'application, on va simplement utiliser la méthode plateforme qui, elle, va aller taper dans le bon source set. C'est assez simple, mais on verra un autre exemple un peu plus précis et utile juste après. Ok, donc étape 1 terminée. Baptiste, est-ce qu'à la fin de cette étape, ça build toujours? On n'a pas encore fait grand-chose, on a juste créé un module. Pour l'instant, ça build toujours. Passons. La seconde étape du plan, ça va être de migrer la couche domaine dans le module shared qu'on vient de créer. Donc pour rappel, ce qu'on appelle la couche domaine, de façon générale, ça va être les entités métiers, les use cases, tout ce qui va être algorithmes qui sont assez loin du SDK Android. Et on va essayer de mettre tout ça dans le module shared. Donc pour notre étude de cas, on va considérer qu'on est en pseudo-clean architecture. Je ne sais pas si ça parle à grand monde, mais le principal, c'est qu'on découple l'UI du métier, que ce soit de la clean archi ou n'importe quoi d'autre. Donc ici, on va juste bouger notre partie domaine d'ici à ici. La transhumance va se passer sans aucun souci parce que la plupart du temps, les entités métiers n'ont que des objets Kotlin purs et voilà, du coup ça va se passer sans problème. Ce ne sera pas forcément lié au SDK Android. Mais ça, on sait tous, c'est un gros mensonge parce qu'il y a beaucoup de classes qui sont... on s'en rend peut-être pas forcément compte en tant que développeur Kotlin Android, mais qui sont liés à Java et au SDK Android, comme les contextes, les input streams, les Java util date, et j'en passe. C'est pas forcément des classes qu'on devrait mettre d'ailleurs dans la couche domaine. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors comment on fait ça? La solution la plus simple, c'est de ménager la chèvre et le chou, si je peux dire, et de mettre ces entités-là dans le code Android main. Là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir accès aux classes Android et il n'y a plus de problème de compilation. Mais c'est un peu reculé pour mieux sauter parce que les parties iOS n'auront pas accès à ce code-là. Donc c'est un peu dommage. Donc la solution, ça va être de supprimer ces dépendances au SDK Android et à Java. Alors comment on fait ça? De façon réfléchie et posée, en observant attentivement quelles sont les dépendances de chaque classe et en essayant petit à petit de trouver des équivalents. Ou alors vous faites comme moi, vous mettez tout le code dans command main et vous traitez les erreurs de compilation une par une. La bonne nouvelle, c'est que non seulement KMP est super mature, mais aussi que la communauté est très active. Donc si vous rencontrez un problème, imaginez bien qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont rencontré aussi et potentiellement même résolu. Au niveau équivalence, si vous utilisez Java util date ou n'importe quoi pour représenter des dates, que ce soit JoDaTime ou qu'est-ce qu'il y a d'autre après, il y a plein de les local datetime de Java aussi. Vous allez pouvoir utiliser Kotlin XDateTime, qui est l'équivalent Kotlin. Pour les flux, j'ai mis byteré pour rester proche des libs Kotlin, mais ça va demander un peu de refacto quand même de passer de l'input stream au byteré. Je pense que la librairie que j'ai mis en dessous, la OKIO, elle gère les flux aussi, les input streams. Pour les contextes, comment ça va marcher? Là, désolé, il n'y aura pas de magie. Le contexte, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique Android. Si vous avez une fonction à faire qui a besoin d'un contexte sur Android,
Il y a des chances que sur iOS, ça n'ait pas besoin de grand-chose. Donc avec le mécanisme d'expect actual, vous allez réussir à vous en sortir pour faire une interface qui n'a pas besoin de contexte, mais où l'implémentation Android, elle, pourra avoir le contexte. Donc quand vous allez appeler les fonctions de cette classe-là, il n'y aura pas besoin de contexte. Pour l'UID, on peut utiliser la librairie de BenHR44. Ce fameux BenHR. Ouais, c'est ça. Mais on va peut-être pas toutes les faire, Antoine. C'est vrai ? Il y a une astuce. Ouais, c'est vrai. Si vous cherchez une librairie KMP, vous allez sûrement la trouver sur ce repository ici, qui s'appelle KMP Awesome. Et c'est super bien fait. Les librairies sont maintenues régulièrement, sont regroupées sous forme de catégories. Comme son nom l'indique, c'est très pratique. Est-ce que tu n'aurais pas un exemple un peu plus Si. parlant ? Revenons à nos moutons. Si on a une classe comme celle-ci, une entité métier, un POJO comme on disait en 2010, qui a une chaîne de caractères, une date en Java utile et un UID, par exemple, eh ben, ça peut poser problème si on le met dans le command main. La première chose à faire, ça va être de retravailler un petit peu cet objet-là pour en faire un objet qui soit vraiment compatible Kotlin pur. Donc on va remplacer le birth date de Java utile date à l'instant Kotlin, par exemple, instant Kotlin X. Et l'UID, on peut se poser la question, et c'était un petit peu, il y a eu une petite parenthèse sur ça ce matin pendant la keynote. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette dépendance-là au projet, ou est-ce que finalement une chaîne de caractères, ça ne fait pas l'affaire ? Est-ce que c'est pas la personne qui va instancier la chèvre qui va se dire c'est un UID que je lui donne, mais l'objet chèvre en tant que tel n'a pas besoin de savoir que c'est un UID ? Donc à ce stade-là, c'est plutôt cool, on a réussi à faire quelque chose de bien. Par contre, vous vous doutez bien que si on fait cette modif-là, il va falloir modifier les types de toutes les fonctions qui appellent cette classe-là. Et ça, c'est un petit peu relou. Donc on peut s'autoriser, comme on est en cours de migration, à faire un peu du sale et à créer une petite extension dans Android Main qui, je le rappelle, aura accès à Java Util Date et compagnie. Et ici, on aura juste à faire un renommage de fonction dans le code qui va taper sur l'ancien type et ce sera quand même plus pratique. Et on n'oublie pas de faire un petit to-do dans le code, ou de rajouter une tâche pour dire de nettoyer plus tard. Un to-do ou des annotations personnalisées si vous voulez, en disant attention, ou un deprecated en disant attention, ce sera à dégager par la suite. Ok Antoine, on a créé notre module shared, on a déplacé notre domaine. Est-ce que le projet build toujours ? Grâce aux extensions, là, oui, ça build toujours. Hein. Parfait. On va passer à la troisième étape qui va être de déplacer la couche data. Qui dit couche data dit généralement accès réseau, accès au file system, accès à une base de données. Ça peut être assez pénible de le faire. C'est notre paire de manches, ça. Hein. Il y a du travail. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir passer par un petit refacto des familles. Dites-vous que ça aurait pu être bien pire. Vous auriez pu passer votre application en Flutter et utiliser du Dart. Non, là, ça reste du Kotlin. Ce qu'on va faire, un peu comme pour la couche data, là aussi, il y a plein de librairies qui sont disponibles pour passer d'une librairie que vous avez l'habitude d'utiliser mais qui n'est pas compatible en KMP aujourd'hui sur Android, vers une librairie qui est disponible en KMP. Pour Retrofit, on a Ktor. Pour Room, on a SQLDelite, même si Room est peut-être en train de migrer vers KMP. Pour les shared préférences ou le Datastore, là on a de la chance. Datastore est stable sur KMP depuis la semaine dernière. Et ainsi de suite pour toutes les librairies spécifiques à Android, vous allez pouvoir utiliser d'autres librairies. Et alors, comment on va faire ? Un peu de la même façon, on va déplacer toute notre logique vers la couche commune. On va pouvoir le faire progressivement. En général, on a beaucoup de repositories, beaucoup d'accès aux bases de données. Ça va être un travail assez lourd. On peut le splitter. On n'est pas obligé de le faire en une fois. C'est vraiment long, mais il y a des astuces pour pouvoir le faire plus facilement. On n'oublie pas non plus qu'on va devoir utiliser certainement, notamment par exemple pour SQLDelite, des librairies un peu plus spécifiques, des implémentations un peu plus spécifiques. Pour SQLDelite par exemple, il y a un driver pour Android, il y a un driver pour iOS. L'implémentation va être la même dans le code commun, mais il va falloir quand même lui fournir ces drivers-là qui vont être justement spécifiques aux deux plateformes. On va essayer de minimiser ces parties-là, mais elles existeront toujours. Elles existeront toujours.
Prenons donc l'exemple d'SQLDelite. Ce sera peut-être un peu plus parlant. Dans le source set common, on va avoir un expect pour la factory et pour le driver. Et dans les sources set Android et iOS, là, ça va être un peu différent. On va avoir le actual avec le database driver factory qui va prendre cette fois un contexte en paramètres et retourner un SQL driver, mais en utilisant l'implémentation Android SQLite driver. Pour la partie iOS, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'il n'y aura pas de contexte, et ce sera le native SQLite driver qui va être utilisé. On vous passe les détails d'implémentation, on l'a déjà vu notamment dans la présentation ce matin de John. La transition se fait assez facilement. Il y a du code à revoir, mais c'est comme de passer d'une librairie à l'autre. Au final, avec KMP, c'est pas si différent, c'est pas si compliqué que ça. Petite question tout de même, pour les bases de données, quand on a déjà des bases de données qui sont en production, où on va avoir plusieurs versions de notre application qui est déjà en production, est-ce qu'il y a une possibilité de faire cette migration de Room à SQLite assez facilement et en prenant bien en compte qu'on a plusieurs versions de notre application, donc plusieurs versions potentiellement de notre base de données. Eh bien oui, avec SQLite, entre SQLite et SQLDelite et Room, c'est faisable. Le switch est tout à fait réaliste. Il y a une documentation qui est assez bien rédigée. Petite astuce au passage, on l'avait fait il y a 2 ans, on l'a refait il y a quelques mois pour une autre application. Les fichiers de migration entre Room et SQLDelite, vous pouvez les donner à une AI et elle va se charger de vous les transposer d'un format à l'autre. Pour les appels réseau, ici on a le fameux retrofit goat repository qui va nous renvoyer soit une liste de chèvres, soit un détail de chèvres. Mais il est assez standard celui-ci. Tout le code est disponible. On vous indiquera le repository Git. Il est assez simple. Ça se fait avec 2 appels retrofit. Et comment on le fait avec Ktor en KMP? Eh ben, c'est relativement aussi simple. Au lieu d'avoir un data source qui utilise retrofit, on va pouvoir utiliser un client Ktor. Et le mapping et les DTO vont être relativement les mêmes. Notons aussi qu'on peut faire la transhumance aussi en ne migrant qu'un seul appel à la fois. On n'est pas obligé de faire une PR qui modifie 2000 fichiers si on a une application qui est énorme. On connaît ce type de pull request. On peut le faire tranquillement et migrer un appel à la fois ou un repository à la fois. Voire même feature par feature si ça vous arrange. Si vous voulez faire tous les appels réseau et bases de données, passer de SQLDelite, de passer de Room à SQLDelite et de retrofit à Ktor, c'est possible aussi. Super. Après cette étape 3, Baptiste, est-ce que ça continue à builder notre projet là? J'ai l'impression que ça continue à builder. On va toujours pouvoir livrer en production si on a envie de chipper. C'est parfait. Étape 4, on va migrer les ressources. Alors je sais ce que vous allez me dire, KMP, on en entend parler depuis des années. C'est fait pour migrer des couches business. Pourquoi on aurait envie de migrer des ressources? Est-ce que c'est propre de le faire? Et surtout, est-ce que ça nous fait gagner du temps? Eh ben, je vous propose de constater sur un exemple. Ici, c'est l'application Frandroid. Je ne sais pas, à froid, je ne sais pas si c'était le meilleur exemple parce que je pense qu'ils utilisent déjà une techno cross-platform, mais fonctionnellement, on voit bien que les textes sont identiques, les couleurs sont identiques, les icônes sont identiques. Donc, on peut se dire que si ce sont des assets qui sont statiques, c'est peut-être plus intelligent que les 2 OS aillent taper dans le même dossier et sur les mêmes localisables plutôt que de prendre ça sur 2 dossiers séparés. Alors comment on met ça en place? Eh ben, on va utiliser encore une fois un plugin qui va s'appeler Moco Resources, qui est super facile à installer. Je vous montre ça tout de suite. Vous ajoutez la dépendance Gradle, ça vous avez l'habitude. Vous ajoutez l'appel au plugin et après au niveau configuration, vous avez juste à ajouter ces 3 lignes-là. Et Moco va ensuite se charger de récupérer des fichiers dans un dossier spécifique de votre module partagé et de les répartir au niveau des sources set Android main et iOS main. Le dossier, voilà la structure qu'il a. On passe vite fait dessus, il n'y a rien de très sorcier.
En gros, vous allez avoir un dossier de chaîne de caractères par localisation de votre application. Ici, base, c'est parce que c'est anglais en base et français FR pour français. Les fonts, je passe le détail, ça fonctionne comme sur Android. Les images, on notera qu'on a des SVG et puis des XML. Et également que sur la partie PNG, on a terminé avec les MDPI, LDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI, XXXXHDPI. Et quand les écrans seront encore plus grands, on pourra continuer. On a juste à utiliser la convention d'iOS qui, à mon humble avis, est quand même plus simple de rajouter juste le facteur de multiplication derrière l'image. Quand on va lancer le script de Moco, qui est intégré du coup à Gradle et dans la compilation, ça va remettre tout ça dans les bons dossiers comme il faut pour que sur Android vous ayez accès. Pour faire le lien côté Android, du coup, là voilà, c'est un texte en compose. On a juste, plutôt que d'aller taper dans le R, aller taper dans la classe générée MR pour Moco Resources, qui renvoie ici par exemple la chaîne de caractères. Si vous êtes dans un module Android, il faudra rajouter quand même le petit point ressource ID à la fin pour envoyer l'int de la ressource qui va bien, comme si vous étiez sur Android. Si vous faites du compose multiplateforme, on en reparlera par la suite, mais vous n'aurez même pas besoin de rajouter ce ressource ID, ce sera carrément géré. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans ce plugin, j'en parle quand même, Baptiste, même si on a vu que c'était obsolète. La limite que j'avais trouvée au moment où je l'ai utilisé, c'était que ça ne supportait pas les images et les dossiers avec des tailles, par exemple le SW600DP ou ce genre de choses, et les images en night, par exemple. On n'arrivait pas à faire la distinction night, pas night. Il fallait le faire dans le code en disant si c'est du night, on prend cette image-là, sinon on prend cette image-là. J'étais abonné, j'avais préparé dans mes notes, j'étais abonné à l'issue sur GitHub, mais on a vu tout à l'heure avec Baptiste que ça a été mergé la semaine dernière et que la version est déjà disponible. Donc voilà, sur la dernière bêta, il n'y a plus de limite avec l'histoire des images en night. Ok, donc si on suit notre guide ultime, on a fait notre module shared, on a migré notre domaine, notre data, nos ressources, ça build toujours? Ça build toujours, Baptiste. Magique. 5e étape, l'injection de dépendance. Pas des moindres, on va pouvoir améliorer un petit peu notre système d'injection de dépendance. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus utiliser ILT. Quand on parle d'Android, en général, le standard par défaut, ça va être d'utiliser Dagger ILT pour l'injection de dépendance, mais il n'est pas compatible multiplateforme. On va donc s'orienter vers une librairie issue de la communauté. Comme on ne veut pas avoir de soucis avec le CSA ou l'ARCOM, on en a mis plusieurs cette fois. Mais je crois que vous en avez déjà entendu parler. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt passer sur Coin. C'est l'une des plus plébiscitées. Mais pour parler de Coin, je vais devoir un peu vous remontrer comment fonctionne ILT. Donc pour la couche data avec ILT, on va devoir créer un module, l'installer dans le bon component, et ensuite, ici, on va pouvoir provide un Ketor client et aussi un Goat repository. Suite à ça, on va faire un peu la même chose pour la partie domaine. On va fournir les deux use cases. Le use case pour la liste simplifiée des chèvres et le détail d'une chèvre. On continue. On va passer maintenant à la partie un peu plus UI avec la liste des chèvres, donc le view model de liste. Ici, on a deux annotations, le ILT view model et le inject pour pouvoir injecter les use cases. Ça commence à faire pas mal. Continuons tout de même. Pour l'application, on va devoir spécifier avec le ILT Android App que c'est une application pour ILT et pour chaque entry point, pour chaque activité dans laquelle on va vouloir faire de l'injection, on va ajouter aussi l'annotation. Et j'ai pas d'action chez ILT, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous rajoutez des annotations, ça rajoute du temps de compilation aussi. Dernière chose à ajouter, pour pouvoir utiliser ces annotations, vous allez devoir ajouter les implémentations dans votre build Gradle avec KAPT ou KSP. Ça fait pas mal. Mon but n'est pas de clasher ILT, mais juste de vous montrer que c'est déjà beaucoup et on peut simplifier la vie avec Coin sans forcément avoir à migrer en multiplateforme. On peut déjà le faire avant. Pour faire à peu près la même chose, on va le faire en quelques lignes de code. On va pouvoir définir un module partagé data qui va fournir à la fois le client Ketor et à la fois le repository.
au passage, on profite d'un joli DSL Kotlin. On voit ici qu'il y a des mots-clés comme le gate ou le factory off qui va utiliser simplement qui va simplement permettre d'utiliser le constructeur. Pour la partie justement domaine, on utilise les factories pour provider nos use cases. Et pour la partie view model, là aussi, il y a des outils dans Coin pour pouvoir fournir les view models à nos vues. C'est quand même bien plus concis. Dernière étape, au démarrage de l'application, cette fois-ci, par contre, on va devoir démarrer Coin au passage. On peut lui spécifier le niveau de logger, le contexte, justement, parce qu'il va falloir parfois fournir un contexte, en tout cas sur Android, pour certaines implémentations. Et on va fournir nos différents modules, le AppUI module, le shared data module et le shared domain. Si vous n'avez pas envie d'être aussi brutal dans votre implémentation, vous pouvez toujours faire la même chose sans avoir à passer sur du multiplateforme, simplement préparer votre nouveau code, mais en disant que vous êtes passé sur Coin, et ensuite ça vous aidera à passer sur KMP. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment comparer Ilt avec Coin, ou est-ce qu'on ne peut pas juste les faire travailler ensemble? Eh ben, c'est tout à fait possible. Les deux systèmes d'injection de dépendance peuvent fonctionner ensemble et faire une migration progressive, justement. Chez Decathlon, on a fait l'exercice de faire une migration d'une application avec plus de 600 modules en Ilt vers Coin. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Ok, donc après cette étape 5, Baptiste, est-ce que ça build toujours dans notre histoire? Alors, oui, ça build, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, on peut le faire progressivement. Petit bémol, tout de même, dans notre guide ultime, on vous a donné des étapes, et je l'ai un peu teasé, mais vous pouvez les faire dans l'ordre un peu que vous voulez. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de livrer assez souvent, on veut toujours pouvoir livrer assez souvent, et ne pas avoir une feature branch qui dure une semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc l'idée, c'est de le faire à votre façon, à votre manière, que ce soit votre chemin, que vous choisissiez votre chemin. Comme dirait Yaïk. Alors, avant-dernière étape du plan, là on touche au but, je vous le dis. On va créer l'application iOS dans notre module shared. Donc pour ça, il va falloir se familiariser avec Xcode, votre nouveau meilleur ami. Vous allez devoir créer le projet sur Xcode et venir le mettre dans le même repository en fait, que votre code Android, mais dans un dossier iOS App. Je ne détaille pas toute l'implémentation après, il faudra juste venir rajouter un build phase, une étape de compilation dans Xcode pour dire lance la tâche Gradle qui va aller construire le module shared et intègre-le du coup dans le projet iOS. Et donc là, suite à ça, magie, on peut faire un import de notre module et on va pouvoir instancier nos classes partagées. Ce n'est pas le but final, mais on peut récupérer nos classes de notre couche data et de notre couche domaine. On peut lancer l'arbre d'injection de dépendance, ça c'est plus intéressant. Et on va pouvoir récupérer nos ressources avec Moco, modulo un tout petit peu de conf. Spoiler, on rajoute une build phase aussi pour aller générer les ressources Moco. Et on va récupérer avec tout ce que je viens de vous dire, ce qu'on a fait sur les 5 dernières étapes. Et la question c'est, à partir de là, est-ce que ça build toujours, Antoine? Eh ben non, pas du tout. Alors je vous rassure, on n'a rien cassé sur Android, mais sur iOS, on est encore loin de réussir à pouvoir builder dessus. Pourquoi? En fait, on a un souci de compatibilité avec pas mal de choses. Les devs iOS, ils vont vraiment pas être contents du boulot que vous avez fait sur le module shared. La raison principale, c'est que KMP, aujourd'hui, ça sort de l'Objective-C, et pas du Swift, pour l'instant. Objective-C, c'est compatible avec Swift, mais il y a quand même quelques différences et il y a quelques adaptations à faire. Alors déjà, il y a un problème avec les types. Alors moi, j'ai rien contre les types, j'en connais quelques-uns. Mais là où une string Kotlin devient une string en Objective-C ou en Swift, par exemple, un int, ça va devenir un int 32. Les développeurs Swift, ils ont l'habitude de travailler avec des int aussi. Donc ils vont devoir faire des casts, ou vous allez devoir faire des casts. Si vous donnez des arguments à des fonctions du module partagé, vous allez devoir les caster avant de les passer au module partagé aussi. Donc ça va être un peu la fête du cast. Les flows, c'est mal supporté. Il va falloir faire beaucoup de code pour un truc qui est méga simple.
Les fonctions suspend, elles sont bien converties en async await sur Swift pour ceux qui connaissent, mais on perd la cancelabilité. C'est un peu dommage aussi. Les sealed classes, c'est pas bien supporté. Les classes inline, c'est pas supporté du tout. Donc la classe result que vous utilisez très certainement régulièrement en Kotlin, eh ben vous l'oubliez. Elle existe en Swift, c'est dommage, hein, mais comme on génère de l'Objective-C, il n'y a pas d'équivalence. Les fonctions qui ont des paramètres par défaut, c'est pareil, on oublie. C'est dommage aussi parce qu'en Swift, ça existe, mais encore une fois, pas mal de petits tracas, quoi. Et il y a un plugin qui va quand même nous permettre de simplifier pas mal tous ces petits problèmes, qui nous permettent de résoudre tous ces petits problèmes, qui s'appelle Sky, qui est super simple à mettre en place. C'est juste une ligne d'appel de plugin et le truc va nous générer du code qu'on verra même pas, mais qui va nous permettre de collecter des flows beaucoup plus facilement. Ça va nous fournir une nouvelle API pour les fonctions suspendues pour pouvoir les annuler. On a le retour des arguments par défaut. On va avoir en fait ça vient combler un manque qu'il y a entre Swift et Objective-C et qui est vachement pratique pour une charge de travail qui est proche de 0. Donc on ne va pas s'en priver, hein. La génération de framework en Swift, puisque c'est de ça dont on parle, le vrai problème c'est ça, c'est l'Objective-C et pas le Swift, c'est dans la roadmap KMP. Ça sortira quand on ne sait pas, mais ça va sortir. Donc je croise les doigts pour que ce genre de plugin qui nous sauve la vie aujourd'hui soit très vite obsolète. Et donc, suite à toutes ces dernières petites manipulations, là, on a quand même quelque chose qui fonctionne. Merci. C'est pas terminé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh ben, on a une app Android avec une couche de présentation en Compose, hein, la plupart du temps, qui est branchée sur notre module shared, qui contient toute la logique métier de l'appli. On a mutualisé énormément de choses. Là, on est vraiment pas mal. On a presque plus qu'un seul code pour les deux OS, ce qui est quand même super cool. Mais les fins observateurs que vous êtes ont sûrement remarqué qu'il manquait un petit quelque chose là sur la partie du diagramme. Ce qui nous amène à notre dernière étape, pleurer devant tout le travail qui reste encore à faire pour faire les vues sur iOS. C'est pas magique. Et ouais, il faut faire la couche de présentation maintenant. Donc on vous a dit que ça allait vous étonner, la dernière étape. Vous Pas l'avez forcément dans le bon sens. peut-être vu venir, mais bon là, à ce stade-là, il n'y a pas 36 solutions. Ou alors on apprend le Swift. C'est toujours cool d'apprendre des nouveaux trucs. Est-ce qu'on a vraiment le temps de le faire? Après, c'est à vous de juger. Ou alors on adopte un développeur iOS, personnellement, professionnellement. Bon, après, vous vous débrouillez comme vous voulez. Ou alors, on peut essayer de faire du compose multiplateforme. Ça peut être un quick win pour sortir une application iOS. Il n'y a pas encore toutes les fonctions de Jetpack Compose dans le pendant JetBrains de Compose multiplateforme. Mais si vous avez suivi quelques confs KMP aujourd'hui, vous voyez très certainement que ça arrive, ça va vite. Est-ce que quelqu'un a un iPhone dans la salle? Ouais, moi aussi. Ouais, on les sent un peu, les applis multiplateformes aujourd'hui. Pour certains cas, ça sent un peu le réchauffer quand même. Et une appli Android qui est portée sur iOS de façon un peu brutale ou qui a le même design system que les applis Android, bah, même si c'est pas méga gênant, ça vient un petit peu parasiter quand même l'expérience qu'on a de notre système. Encore une fois, c'est pas méga gênant, mais c'est dommage. Donc là, je dirais que ça va dépendre du projet, ça va dépendre de votre équipe design. Faites confiance à votre équipe de designers si vous en avez une, ou votre équipe produit. Si c'est votre propre projet, bah, faites-vous confiance en fait. Adaptez au mieux le design. Je dirais si vous êtes forcé entre guillemets de faire du compose multiplateforme, essayez d'adapter votre design pour qu'il soit le plus iOS compatible possible, quoi. Bon, bah c'est bon, on a écrit notre couche de présentation aussi là. J'ai l'impression qu'on a nos 7 étapes. Est-ce que ça marche? Ça build. Ça build toujours. Et entre-temps, on a toujours réussi à déployer. Bon, parfait. Avec tous ces éléments, plus personne n'a d'excuses pour pouvoir faire du KMP. En tout cas, pour pouvoir passer votre application Android en KMP plutôt qu'en Flutter. Pour l'anecdote, pour l'application de l'école, j'ai avancé dans les étapes, mais évidemment, les parties 6 et 7, comme je ne suis pas développeur iOS, pour l'instant, elles ne sont pas terminées, et notamment parce qu'il y avait ce talk à préparer. On voudrait aussi rajouter quelques éléments qui sont un petit peu moins techniques, mais assez importants quand même. Ne cassez pas votre application, et avec KMP, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un Big Bang et d'attendre et de ne plus pouvoir livrer. Ne faites pas forcément des trop grosses PR, vous pouvez vraiment couper
et faire des petits changements, itérer, et prévoir une roadmap à moyen ou long terme, plutôt que de faire n'importe quoi en une seule fois. Le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau de la migration de la base de données. En général, on n'a qu'une seule base de données, et ça, à un moment, il va falloir faire un switch de l'un à l'autre. Deuxième élément, migrer ce que vous voulez. Nous, on vous a présenté un guide qui est parfait, je pense, parce qu'il est assez exhaustif, mais il y a la couche domaine, la couche data, l'injection de dépendance, l'UI, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire, mais est-ce que c'est nécessaire pour vous d'aller jusque-là? Vous pouvez tout de même vous poser la question et créer vos tâches, ordonnancer vos tâches comme vous le choisissez. Élément suivant, pour la partie iOS, comme moi je suis développeur Android uniquement, je n'avais pas toutes les clés pour la compatibilité justement quand la migration devait se faire de la couche data ou la couche domaine. Il faut bien l'avoir en tête. Le module KMP va être partagé et il ne va plus avoir pour but de livrer juste des fonctionnalités pour l'application Android. Il faut du coup se synchroniser avec les développeurs et la team iOS, notamment pour les problématiques au niveau des types, des flows, des éléments graphiques, si justement vous allez mettre en place aussi de l'UI partagé. Et attention aussi à ne pas introduire trop de breaking change. C'est une conception qu'il faut avoir en commun, et donc la team se resserre un petit peu et devient un peu plus... là où il pouvait y avoir deux équipes, maintenant on pourrait discerner plutôt une seule équipe qui travaille ensemble. Dernier, mais pas des moindres, ça bouge très vite. On a pu le voir, nous, en rédigeant le talk, il y a pas mal d'éléments qui ont changé rien qu'en quelques semaines. Depuis nos premiers POC sur KMP il y a 2 ans et maintenant, ça a énormément changé. Entre Compose multiplateforme, KMP Compose multiplateforme, les view models, la navigation, la communauté est assez prolifique. Google s'anime beaucoup pour mettre en avant KMP et JetBrains, évidemment, est très moteur là-dessus. Donc si vous voulez passer sur du KMP, dites-vous bien qu'il va falloir faire de la veille. On a mis un petit récap avec les confs, si vous ne les avez pas vus, quelques confs, je pense même qu'il y en a d'autres sur KMP ou sur Compose multiplateforme. N'hésitez pas à aller les voir, même si elles sont en anglais, voilà. C'est pas grave. Avant de terminer avec le dernier slide, on voudrait remercier les organisateurs pour leur confiance, pour nous avoir acceptés au sein de Android Makers. Et si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste un peu de temps. Et n'hésitez pas à mettre un petit feedback sur l'application par rapport aussi à la présentation. Et si vous avez trouvé la présentation cringe, sachez que nous aussi. Juste. Merci.